où est-ce qu'on trace la ligne entre, oui, c'est toi là maintenant, mais t'es pas obligé de tout montrer toi. Tu peux en garder pour toi, puis tu peux aussi mettre l'accent sur d'autres affaires. C'est la façon dont tu peins le tableau qui va être différente d'une personne à l'autre, et ça fait pas de toi quelqu'un de moins authentique si tu ne montres pas toute ta personnalité d'une façon publique. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 26. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut! Comment ça va aujourd'hui? J'enregistre cet épisode alors qu'il neige dehors à la mi-fin avril. Mettons que je suis contente de pas avoir à sortir. Haha! Petite joke plate. Alors, aujourd'hui, le sujet de l'épisode, c'est quelque chose que je suis sûre qui vous intéresse parce que personnellement, en réfléchissant à ce sujet-là, je me disais, coudonc, il n'y a pas vraiment de guidelines, il n'y a pas vraiment de façon de faire, puis c'est le grand inconnu quand on parle de personal branding, c'est où qu'on trace la fameuse ligne entre la vie publique puis la vie privée. C'est une ligne difficile à tracer, d'autant plus que maintenant, tout se mélange. C'est très rare maintenant qu'on va avoir, une sphère professionnelle et une sphère personnelle. En fait, je pense que ça a jamais existé. Genre, la sphère professionnelle et personnelle ont toujours coexisté. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux et le fait qu'on est tellement plus visible et qu'on se montre tellement plus, il y a ces questionnements-là autour de quelles sont les limites de notre visibilité, quelles sont les limites de notre vie privée, puis aussi comment est-ce qu'on peut créer une connexion humaine sans nécessairement tout dévoiler à propos de nous. Puis c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Et j'ai demandé un peu sur Instagram si vous aviez des questions, si vous aviez des pistes de réflexion. Et j'en ai reçu quelques-unes et donc je vais les adresser là, au cours de l'épisode. Avant de continuer, je veux juste vous signifier qu'il y a une nouvelle série de courriels sur Aime ta marque sur le storytelling pour apprendre à mieux se raconter. Ce sont 5 trucs que j'applique avec mes clientes, mais avec aussi moi-même, mes propres publications, quand j'écris des pages web. Comment captiver, comment utiliser justement le storytelling de façon efficace pour créer cette connexion-là avec notre audience. Donc, vous pouvez aller vous inscrire à aimetamarque.com/5 secrets. 5, c'est le chiffre 5 et secret a un S avec un S à la fin. Et je vais mettre le lien dans les notes de cet épisode pour aller vous inscrire directement. Donc, c'est 5 trucs que vous allez recevoir pendant 5 jours et c'est vraiment issu de mon inspiration, là, les choses que je vois le plus souvent là, qui ont à être modifiées quand on doit réécrire ou repenser la façon dont on exprime le branding de quelqu'un. Alors, première, ça va être pas mal du freestyle aujourd'hui. Là, j'ai des points que je veux aborder, mais il n'y a pas de plan vraiment. Il y a pas vraiment de plan logique dans ce dont quoi je vais parler, fait que j'espère que ça va pas trop vous déstabiliser, mais je pense que ces réflexions sont importantes, puis le fait de peut-être s'arrêter pour les avoir, ça va aussi vous permettre de vous arrêter puis vous demander comment est-ce que je vis ça, moi, le partage entre ces deux sphères-là, entre la vie publique et la vie privée, sur le web particulièrement. Alors, une des choses qui est ressortie quand j'ai fait mon brainstorm pour l'épisode, c'était la proéminence de tous les réseaux sociaux, mais aussi la nature de l'existence de ces réseaux sociaux-là. Là, je sais pas si vous vous rappelez, l'autre fois, j'étais traumatisée parce que
Facebook m'a rappelé que je pense que ça faisait 13 ans que j'étais sur Facebook, puis j'étais comme « Oh my God, sérieusement, ça fait 13 ans que cette entité virtuelle fait partie de ma vie, ça fait 13 ans que je donne de moi, ça fait 13 ans que je partage mes données avec cette plateforme-là, puis ça m'a donné un petit choc là, de me dire, il y a tellement qui se passe en 13 ans, il y a tellement d'évolution qui se passe dans une personne en 13 ans, puis tout ça est confiné dans un profil semi-public. et ça m'a fait un peu triper, là, pour être bien honnête, là, même si, bon, je suis très peu sur Facebook de point de vue personnel ces temps-ci, aux grandes dames de mes relations, là, on va se le dire. Alors, j'avais écrit un article il y a quelque temps pour dire pourquoi j'avais réduit ma présence sur Facebook et pourquoi j'avais décidé d'être un petit peu plus présente sur LinkedIn et sur Pinterest notamment avec mon blog. Et c'était tu sais, pas trop longtemps après le scandale de Cambridge Analytica, où il y avait eu tout le scandale, justement, de la fuite des données personnelles et de comment ça avait été utilisé pour influencer les élections américaines. Donc, si vous êtes intéressé à lire sur Cambridge Analytica, allez-y fort. Et quand tout ça s'est passé, ben, ça a été un gros rappel pour moi, mais pour beaucoup de gens, de se rappeler que quand on est du moins dans notre société capitaliste, quand on est en proie avec des plateformes comme ça gratuites, ben c'est ça, des plateformes qui nous offrent des fonctionnalités gratuites puis tout ça, il faut toujours se demander, bon, il y a rien de gratuit dans la vie, c'est dommage à dire, mais c'est un petit peu ça. Si c'est gratuit, c'est parce que le produit, c'est toi. Le produit, c'est tes données. Pour eux, ils voient de la valeur à créer une plateforme dans laquelle ils vont aller chercher de l'information en donnant une partie de cette information-là. Ça peut être de l'information qui va être destinée à de la recherche marketing, ça peut être de l'information qui, comme par exemple pour Facebook, va être utilisée pour faire du retargeting, tu sais, dans le sens que c'est même juste les quiz, puis là c'était vraiment par rapport à ça, le Cambridge Analytica, les quiz auxquels certaines personnes répondaient par rapport à, bon, ça peut être niaiseux comme quel personnage de Disney tu es, et il y avait des données qui avaient été, des données psychométriques qui avaient été compilées et qui avaient été revendues à des partis politiques pour faire des analyses, à savoir où étaient les gens qui étaient potentiellement en mesure de voter pour tel ou tel parti et ensuite d'utiliser la publicité ou de mettre de l'avant certains contenus qui pourraient influencer les décisions de vote de ces gens-là. Bon, mêlé avec toute la désinformation et les fake news et ça crée tout un autre monstre, mais c'est pas nécessairement de ça que je vais parler aujourd'hui. Tout ça pour dire que quand on est sur une plateforme gratuite comme Facebook ou Instagram ou des choses comme ça, ces plateformes-là accumulent beaucoup d'informations sur nous, sur nos comportements, sur où est-ce qu'on clique. Puis tout ça, c'est gardé dans des serveurs, des choses comme ça. Puis ça aide à prendre des décisions marketing. Ça aide à prendre des décisions de produits et ça peut être utilisé à des fins dont on ne connaît même pas. De plus en plus, bon, comme on voit maintenant avec la pandémie, ça peut même être utilisé à titre de surveillance. On n'est pas rendu là, mais tu sais, je veux dire, on est capable de savoir où est-ce qu'un cellulaire est situé sur la planète, genre les coordonnées géographiques, des choses comme ça. Donc, grosse aparté pour parler du fait que il faut faire attention quand même quand on donne nos données personnelles, à savoir exactement comment ça va être utilisé, puis est-ce qu'on est à l'aise avec ça. Tout ça pour dire que quand on est justement sur des réseaux sociaux et qu'on partage, bon là récemment il y avait le challenge des mets une photo de toi quand t'étais jeune, tu sais. Puis c'est drôle, c'est le fun, tu sais, on rit, nanani nanana, mais il y a quand même des hypothèses que, puis bon, il y en a qui, je sais pas à quel point c'est prouvé, mais c'est des hypothèses quand même que je prendrais pas à la légère. Comme quoi que toutes ces espèces de jeux-là, des choses comme ça, c'est quand même pour obtenir des données de reconnaissance faciale, d'être capable de... dans le fond, c'est pour nourrir l'algorithme intelligent
Puis c'est comme ça que l'intelligence artificielle fonctionne. Plus tu lui donnes des données, plus tu lui permets d'analyser des comportements, plus tu lui permets de prédire certains autres comportements. Puis, dans le fond, ce que Facebook fait en Facebook. Là, je dis Facebook, mais tu sais, c'est pas mal tout ce qui se passe sur le web va accumuler ces données-là pour ensuite toi les revendre, mais ça a beaucoup, beaucoup de valeur en termes d'analyse et d'intelligence artificielle. Donc, être visible et être actif, c'est une chose, mais là, de ne pas savoir le type de données qu'on partage sur une plateforme, c'est être peut-être un petit peu naïf par rapport à comment qu'elles vont être utilisées dans le futur. Puis là, bon, c'est correct, on est tous un peu dans le même bateau, on fait tous partie des mêmes... c'est impossible d'être complètement anonyme. Ben, il y a des gens qui le font, là, mais faut être... tu sais, à un moment donné, faut lâcher prise. Mais il y a des façons aussi de peut-être mitiger le type d'information qu'on veut partager. Et aussi, puis là, je parle vraiment... Là, ça, c'était vraiment le contexte données personnelles, mais je pense que aussi d'un point de vue image personnelle puis brand personnel, c'est d'autant plus important de se demander qu'est-ce que je partage exactement, parce que tout ce qui va être partagé peut éventuellement être retenu contre moi dans 10, 15 ans. Tu sais, là, on parle de Facebook il y a 13 ans, puis là, ça arrive tout le temps avec les politiciens, genre, des gens, ils ressortent des photos du secondaire, puis là, il y a tous des scandales qui sont créés autour de choses qui ont été partagées publiquement et qui ont été faites publiquement et qui vont revenir hanter certaines personnes. Bon, là, on est très dans le négatif et la peur, là, mais c'est la même chose aussi pour la façon dont on crée une narration autour de sa vie et on crée une impression autour de qui on est et ce qu'on fait. Mais de l'autre côté, je suis complètement de l'idée que effectivement, pour humaniser une marque, on a besoin de voir des gens, on a besoin de parler à des gens, on a besoin de ressentir des émotions. Et c'est presque impossible de complètement se retirer en tant qu'individu de sa présence en ligne, dans le sens que on peut pas juste rester dans l'abstrait, on peut pas juste rester dans l'information. Il y a un côté humain qui doit être partagé et c'est de savoir exactement, bon, à quel niveau est-ce qu'on trace la ligne. Alors, une des premières choses à se rappeler par rapport à notre marque personnelle, puis c'est quand même important de faire la réflexion, de se dire qu'est-ce que je veux, quelles sont les identités que je veux porter en ce moment sur le web et bon, en tant que personne, tu sais, si quelqu'un me rencontrait à l'extérieur du web et si quelqu'un me rencontrait sur le web, est-ce que je mets de l'avant la même personnalité? Puis ça, je pense que c'est important d'être cohérent à ce niveau-là. Puis d'un autre côté, je veux quand même souligner le fait que c'est normal aussi de changer, d'évoluer. Je veux dire, la personne que j'étais il y a 13 ans, encore une fois, n'est pas la même personne que j'étais aujourd'hui. J'étais à l'université, j'étudiais la littérature, tu sais, je veux dire, je m'en allais dans une autre direction. Et aujourd'hui, bon, je suis positionnée d'une autre façon et pourtant, ce que je fais est cohérent avec la personne que je montre. Puis je pense que ça, c'est important quand même de rester authentique par rapport à qui on est, puis aussi d'accepter le changement. Donc, premièrement, petite analyse. Qui je suis aujourd'hui? Comment est-ce que je liste mes identités multiples et lesquelles je veux garder dans la sphère privée et lesquelles je suis prête à mettre dans la sphère publique? Exemple, bon, j'ai un peu parlé, bon, de ma grossesse, même si j'ai partagé peut-être 2 photos de moi enceinte sur le web. Même chose, jusqu'à présent, je ne crois pas. Puis là, bon, si quelqu'un me dit « Oui, t'as partagé une image de ta fille, nanana », je n'ai pas de photos sur les réseaux sociaux de ma fille, de son visage du moins. J'ai des photos d'elle de dos, j'ai des photos de sa tête, j'ai des photos d'elle dans une couverture, mais je n'ai pas de photos de ma fille, j'ai pas de photos de visage de ma fille. Et ça, c'est un choix que j'avais fait avec mon mari notamment, qu'on ne voulait pas lui donner une présence numérique avant qu'elle soit en âge de prendre la décision si oui ou non
elle voulait avoir une signature numérique, une empreinte digitale. Nous, on appelle ça une empreinte digitale, toutes les petites traces que tu laisses comme ça sur le web. Alors, la dimension ou l'identité de mère dans ma marque personnelle, elle est présente parce que j'en parle, mais c'est pas quelque chose sur lequel je mets beaucoup l'accent. Et ça, c'est un choix conscient que j'ai fait, mais c'est aussi un choix intuitif parce que, personnellement, mon identité de mère, c'est une identité parmi tant d'autres, mais je ne m'associe pas principalement à cette identité-là, et c'est pas par là non plus que je veux commencer à avoir des conversations avec les gens, ou que je veux que les gens se rappellent de moi, ou des choses comme ça. Donc, oui, je suis une mère. Est-ce que c'est quelque chose que je veux mettre de l'avant comme partie de Aime ta marque, comme partie de mon brand? Non. Est-ce que c'est quelque chose que j'utilise par contre pour créer une connexion avec d'autres personnes qui pourraient vivre les mêmes réalités que moi? Oui. Donc, elle est là la nuance. C'est de savoir, on ne s'identifie pas nécessairement à tous les codes qui viennent avec la maternité, mais on comprend de façon empathique qu'est-ce que c'est que de vivre à travers cette persona-là, genre à travers cette expérience-là. Donc, je sais pas si pour vous c'est clair un peu la distinction. C'est la même chose, tu sais, si par exemple on est une étudiante ou par exemple, je trouve ça intéressant qu'il y ait encore des gens aujourd'hui qui pensent que Aime ta marque, je le pilote à temps plein depuis le début, alors que j'étais employée pour 3 des 4 années de l'existence d'Aime ta marque, et la dernière année, j'étais en congé de maternité. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que je viens tout juste là à la fin mars de me lancer à temps plein. Ce que je trouve intéressant, c'est que je n'ai pas mis l'accent pendant longtemps sur mon identité de salarié, pour mettre l'accent sur mon identité d'entrepreneur. C'est-à-dire que les gens m'ont beaucoup plus associé à l'entrepreneuriat que m'ont associé à l'entrepreneuriat à temps partiel, qui est quelque chose que je mets de plus en plus de l'avant maintenant, parce que justement, j'ai l'impression que c'est une identité qui est souvent cachée ou qui est pas discutée de façon assez consistante et qu'on aurait besoin d'en parler un petit peu plus. Alors, bon, ça c'est quand même une étape importante de savoir, tu sais, si je listais toutes mes identités, je suis une mère, une épouse, une amie, dadadi, une fille, dadada, est-ce que lesquelles vraiment je m'associe, puis lesquelles aussi correspondent aux objectifs que je veux atteindre dans le court, moyen et long terme. Bon, donc ça c'est le côté stratégique du branding personnel. Par rapport à ce côté stratégique-là, là, je l'ai mentionné un petit peu par rapport à ce que je disais avec ma fille, le fait qu'elle est absente. Il y a une discussion à avoir avec nos proches, surtout si on est pour avoir une présence en ligne, et je pense que c'est respectueux, je pense que c'est la chose éthique à faire de se dire je suis, bon, dans mon cas, entrepreneur, je dois être présente sur telle plateforme parce que ça fait partie, bon, de ma communication avec ma clientèle et des choses comme ça. Et comme par exemple avec mon mari, c'est très très rare, je pense que c'est presque jamais arrivé aussi que je l'ai mis dans mes vidéos, dans mes stories ou dans des choses comme ça, même si j'en parle parfois, mais je parle jamais de lui, de ce qu'il fait, de sa réalité, parce que c'est quelque chose qu'on s'était dit au début de mon entreprise, de dire que lui, il voulait rester anonyme par rapport à ça, il ne voulait pas être une partie intégrante de mon brand, et moi, je respecte ça à 100%. Il y en a d'autres qui sont très à l'aise avec... tu sais, j'ai beaucoup d'exemples en tête de familles ou de choses comme ça, des blogueuses maternité qui font une très belle job avec leur famille, mais dans mon cas, par exemple, c'était vraiment un choix et c'était une discussion qu'on avait eue, à savoir quelle est la limite de ce qu'on va partager. Tu sais, je veux dire, on partage pas ce qui se passe dans notre couple, on partage pas non plus tu sais, à moins que ce soit très thématique. Puis là, je pense à Marie-Pierre Deschênes, avec qui j'ai eu une conversation sur la sexualité dans la maternité, qui est une des conversations très, très personnelles que j'ai eues et une des rares conversations personnelles que j'ai eues sur le sujet, où est-ce que j'avais justement demandé à mon mari s'il était à l'aise avec les questions, s'il était à l'aise avec ça, pour être sûr que, tu sais, je passais pas à travers le pacte qu'on avait fait ensemble de ne pas
de ne pas divulguer ce genre d'informations-là d'un point de vue public. Fait que je pense que le respect de ce côté-là aussi, surtout si vous êtes en train de créer un brand, tu sais, je veux dire, si par exemple, vous êtes en train de créer un brand de mariage, puis vous-même être en train de vous marier ou de planifier un mariage, tu sais, c'est quoi les limites? Genre, est-ce que vous voulez parler, tu sais, c'est quoi les limites des sujets que vous allez aborder? C'est quoi? Est-ce que vous allez montrer le visage de votre mari? Est-ce que vous allez parler d'argent? Est-ce que vous allez parler du lieu où est-ce que vous allez vous marier, tu sais, toutes des choses comme ça qui, veut pas, ont des conséquences réelles si vous mettez ça de façon publique. Comme par exemple, j'avais une lectrice qui m'a envoyé un message justement sur Insta, puis j'espère qu'elle va se reconnaître, où est-ce qu'elle disait elle est TPL, trouble de personnalité limite, et elle est aussi polyamoureuse, elle travaille dans le domaine des réseaux sociaux. Est-ce qu'elle doit parler de sa vie privée? Est-ce qu'elle doit le montrer? Puis je trouve ça intéressant parce que d'un côté, c'est des sujets qui, d'un certain côté, ont besoin d'être extériorisés. Il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans, puis c'est des choses qui ne sont pas tant discutées, qui ont besoin d'être mises en lumière. Et pourtant, je vais jamais forcer personne à parler de leur vie privée s'ils le veulent pas. Donc, même chose là, si vous êtes queer, si vous êtes trans, si vous avez, tu sais, je veux dire, si vous avez une condition psychologique, psychosociale ou quoi que ce soit, si vous êtes à l'aise d'en parler et si vous voulez ouvrir cet espace de conversation-là parce que vous êtes vous voulez mettre de la visibilité sur cette partie-là, moi je dis go for it. Beaucoup de pouvoir à vous, de le faire parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Maintenant, est-ce que ça correspond avec votre brand? Est-ce que les gens vous suivent aussi pour savoir ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que ça vous apporte quelque chose de distinctif? Peut-être que oui, peut-être que non. Discutez-en avec votre entourage, discutez-en avec les gens qui sont affectés par ça. Et ensuite, genre, jugez si ça apporte une belle ouverture auprès de votre public. Même chose avec les enfants. S'ils sont en âge de dire oui ou non, je veux être sur la caméra, je veux être dans un selfie, je veux être dans une image, tu sais, juste avoir la conversation pour aussi les sensibiliser. Je pense que c'est important de les sensibiliser à la notion de vie privée et vie publique et aussi à la notion de données personnelles sur l'Internet. Bon, bref. Être informé et clair avec ses règles et son éthique, ça, je pense que ça rentre un peu dans l'idée de la ligne éditoriale aussi, de savoir, bon, encore une fois, je vais pas le répéter, mais tu sais, toutes les choses que j'ai dit que je ne publierai pas. Et ensuite, de se dire, bon, mais d'un point de vue réel, qu'est-ce que je veux que mon identité soit sur le web? Et est-ce que mon contenu que je crée est pertinent avec ça? Tu sais, une autre chose que je fais très rarement, par exemple, c'est de vous montrer ce que je fais à manger. Non seulement parce que premièrement, j'aime pas cuisiner, tu sais, je me sentirais comme une fraude de vous montrer ma cuisine, là, genre de vous montrer comment je cuisine, mais d'un autre côté, ça correspond pas, ça colle pas avec mon brand. Et ça, même si on dit « Ah, mais les gens aiment ça, les recettes, les gens aiment ça, genre telle affaire », c'est comme « Ouais, mais c'est pas moi, là. » Fait que je suis très claire avec mes règles, très claire avec mon éthique, puis très claire avec ma ligne éditoriale. Bon. Autre sujet, autre limite, vie publique, vie privée, puis ça prend du temps avant d'être bonne avec ça, genre de vraiment maîtriser ce côté-là, puis c'est de savoir donner des opinions avec lesquelles on est à l'aise aussi, sans être justement un contenu plate et inhumanisé dans le sens juste très stérile, mais aussi en évitant d'aller dans des endroits où on n'est pas à l'aise. Puis là, bon, il y a des gens qui sont très à l'aise de discuter de choses très difficiles. Puis là, je pense notamment aux jumelles Stratis qui assument très bien... bon, elles parlent beaucoup de santé mentale, elles parlent beaucoup de sujets difficiles, puis... Les jumelles Stratis étant les fondatrices de Ton Petit Look, et là maintenant elles ont leur ligne incluse et des choses comme ça. Puis j'ai toujours admiré à quel point elles
elles assumaient les opinions qu'elles mettaient sur leur blog, elles assumaient les opinions qu'elles avaient dans leurs réseaux sociaux, mais aussi elles étaient capables de mettre un frein là où la conversation allait trop loin, puis de dire OK, j'ai donné mes arguments, j'ai donné. À partir d'ici, là, maintenant, je suis plus capable, genre, de gérer ce qui se passe d'un point de vue de commentaire, d'un point de vue des émotions que je ressens par rapport à cette conversation-là. Fait que, tu sais, quel est votre niveau de confort aussi pour la discorde ou l'argumentaire? Et on sait, surtout les femmes avec des opinions, puis là, je vais pas vous le cacher, c'est des choses qui ont été recensées, c'est des choses qui ont, il y a de réelles statistiques à propos de ça, puis c'est pas dans votre tête. Il y a beaucoup de violence, de cyber-intimidation qui est faite en ligne. Il y a beaucoup de violence qui est faite en ligne par rapport aux femmes, surtout des femmes qui vont émettre leur opinion comme des journalistes, des autrices ou des personnalités publiques qui vont se montrer. Puis là, genre, j'ai encore une idée, une image, une femme, bon, je me rappelle plus qui exactement, mais c'est une actrice, puis elle a mis une photo de ses aisselles avec du poil. Puis la haine, la colère, la méchanceté que j'ai lue dans les commentaires, souvent d'hommes anonymes, justement, ou de gens qui n'ont pas de following ou qui ne sont pas des influenceurs, juste des gens qui ont dit « Ah, ben, je vais juste donner mon opinion », c'était révoltant, ça m'a levé le cœur, puis je me disais justement que tu sais, il faut avoir les reins solides, il faut savoir à quoi s'attendre, il faut se dire bon, si je mets quelque chose d'un peu provocateur, est-ce que je vais assumer ce que j'ai mis, et si oui, comment est-ce que je vais dealer avec ça? Est-ce que j'ai un petit processus, une petite façon de faire? Tu sais, il y a beaucoup d'organisations comme par exemple qui vont décider d'organisation ou de personnalité, je ne lis aucun commentaire. Tu sais, je mets le contenu, les gens qui vont aimer ça, les gens qui vont pas aimer vont commenter qu'ils aiment pas ça. Je ne lis pas les commentaires. Et ça, c'est une bonne pratique, justement, si dans votre marque personnelle, il y a des choses un petit peu plus polémiques, vous voulez vous exprimer par rapport à des choses qui sont un peu plus difficiles. Et si vous êtes capable de lire les commentaires et de répondre, tant mieux, mais si c'est, tu sais, puis même si vous le dites, là, au début de votre vidéo, by the way, je vais faire une vidéo très personnelle, nanana, je ne lirai pas les commentaires. Tu sais, si vous avez quelque chose, tu sais, de personnel à me dire, vous pouvez m'écrire blablabla, sinon, genre, laissez faire, je les ouvrirai même pas. Donc, juste préparer la communauté pour savoir que c'est ça qui se passe à ce moment-là. Et souvent, ce qui se passe, c'est que aussi, il y a des gens qui se reconnaissent dans ce type de message-là. Et là, bon, il y a l'amour qui rentre, mais aussi la communauté qui va défendre aussi certaines personnalités par rapport aux trolls, par rapport aux haters, puis des choses comme ça. Personnellement, j'ai mis quelques... Puis ça, c'est la beauté aussi, la beauté. D'être une marque en croissance et non d'être quelqu'un d'établi avec des milliers et des milliers de followers. Tu sais, comme par exemple, récemment, j'ai mis 2 ou 3 publications sur LinkedIn qui étaient un peu plus polémiques. Et bon, j'ai eu beaucoup de likes, beaucoup de vues, ça a fait réagir, mais il y avait des gens qui étaient vraiment fâchés et qui en sont arrivés à des insultes personnelles ou, tu sais, à des insultes sur la qualité de ma réflexion, de mon expertise. Et au début, j'ai commencé à répondre, puis là, j'étais comme « Ah, ben là, est-ce que je supprime? » Parce que, je vais vous avouer, dans le passé, il y a certaines publications que je trouvais un petit peu plus osées, dans lesquelles je mettais des opinions un peu plus différentes de la norme, où quand j'ai vu les commentaires négatifs commencer à rentrer, j'ai décidé de supprimer parce que j'étais pas prête à dealer avec ce type de charge émotionnelle-là. Mais si vous êtes capable, puis si vous avez réfléchi à votre message, ça rentre dans votre ligne éditoriale, et vous êtes capable de juste rester avec l'idée que des gens vont peut-être réagir négativement, ça peut être fou comment ça va vous donner une visibilité intéressante, mais aussi générer des discussions au sein de la communauté. Puis c'est ça qu'on veut, dans le fond, quand on est une marque et un influenceur, c'est de générer des conversations, générer des réflexions qui vont peut-être amener la discussion à un autre niveau aussi. Bon, donc, éviter les sujets dont on ne veut pas parler, oui et non.
Tu sais, oui et non, ça dépend de votre ligne éditoriale. Maintenant, évitez le me-show. Ça, là, c'est difficile aussi à avoir une belle balance, surtout si vous avez une entreprise. Puis souvent, mes clientes, le problème, c'est de dire « Ah oui, mais j'ai une entreprise, j'ai des employés, je porte cette organisation-là, mais je ne suis pas... » Tu sais, je suis la porte-parole, mais je veux pas être juste je veux pas que le show soit tout autour de moi, je veux pas avoir l'air arrogante ou des choses comme ça. Les gens, encore une fois, je vais le répéter, connectent avec des humains, connectent avec des émotions réelles, connectent avec des visages. Et d'une certaine façon, bon, je pense que c'est sûr que quand on parle de soi, puis quand on parle de voici ce que j'ai mangé pour déjeuner, tu sais, il faut tout le temps se demander, est-ce que c'est pertinent pour mon public, puis est-ce que ça fait avancer la mission que je me suis donnée, tu sais. Moi, ma mission, c'est d'encourager l'entrepreneuriat chez les femmes, c'est genre de les aider à raconter leurs histoires puis des choses comme ça. Ce que j'ai mangé à déjeuner, bof, tu sais, on peut s'en passer. De temps en temps, si je dis, hey, je suis dans un bon restaurant, vous devriez venir ici, tu sais, ça aide à humaniser le contexte. Mais si, genre, je fais un day in my life alors que, tu sais, personne n'a demandé pour ça, c'est un peu plate. Je sais que c'est bien à la mode, là, les day in my life. Moi, sérieusement, je les skip toutes. Mais ça peut être une façon intéressante d'humaniser si c'est fait avec goût, si c'est fait de temps en temps. Puis si on réalise aussi que notre public, ben tu sais, il en veut plus de nous. Puis c'est correct, là, tu sais, je veux dire, des fois, ils veulent juste jaser avec nous parce qu'ils sentent que, ben ils ont créé une connexion avec nous. Puis il y en a qui vont décider, tu sais, comme moi, je jase beaucoup plus en DM, je jase beaucoup plus en privé, mais il y en a qui vont dire, ben tu sais, voilà, c'est ça que ça a l'air ma vie de mère de 4 enfants, que sa business, nanani, nanana, tu sais. Ça peut être intéressant pour des gens, ils peuvent vouloir faire ça. Mais je pense qu'encore une fois, la ligne éditoriale, se dire, est-ce que je suis dans le contenu d'entertainment, de divertissement, ou est-ce que je suis dans le contenu d'information et ou de promotion? Puis, excusez-moi. Puis je pense que quand on est dans le contenu d'information, faire des petites pauses pour être un petit peu dans le divertissement, c'est bien, mais se rappeler que notre marque, elle est basée beaucoup plus sur l'information, puis les gens qui nous suivent sont ici pour l'information et non pour le reste. C'est des choses que on peut tester naturellement, tu sais, faire de temps en temps des stories, demander aux gens, est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils veulent voir plus de ça? Est-ce qu'ils veulent en voir moins? Le feedback de notre communauté, c'est toujours de l'or. Finalement, dernier point que je voulais faire avant de terminer l'épisode d'aujourd'hui, c'est par rapport à la différence entre amis et business. Je vous l'ai dit, sur Facebook, je ne publie presque rien. Sur mon profil perso, même sur Aime ta marque, je publie presque rien, mais ça, c'est une autre histoire. Je vais mettre l'article que j'ai mentionné en début d'émission sur pourquoi j'ai réduit ma dépendance à Facebook et qu'est-ce que j'ai fait à la place. Mais sachez que sur LinkedIn et sur bien d'autres places, on peut faire pas LinkedIn, Facebook, excusez-moi. On peut se faire des listes, hein. Moi, j'ai une liste de mes amis proches, puis quand je partage, des choses qui sont un peu plus personnelles, je les mets à ma liste d'amis pour pas que toute ma communauté business, tous les gens qui m'ont ajouté parce que ils voulaient parler avec moi d'un truc de Aime ta marque, by the way, que je n'ajoute pas, là. Donc, si vous me faites une demande d'amis sur Facebook, ça va être très rare si je vais dire oui, à moins qu'on se connaisse, on s'est parlé sur le podcast ou des choses comme ça. Puis même sur Instagram, là, il y a les boîtes générales, boîtes principales, des choses comme ça. Je pense qu'on peut faire des listes aussi avec Instagram. Donc ça, c'est intéressant aussi. La liste des amis proches, ouais, je vois souvent des gens qui disent ça, qui mettent ça sur leur story, pour que vous puissiez filtrer versus le contenu un peu plus business, du contenu un peu plus personnel, que vous voulez pas nécessairement que tout le monde voit. Alors voilà. Ça, c'était mon épisode sur vie publique, vie privée. Encore une fois, établir des lignes directrices pour sa marque, établir où est-ce qu'on veut aller. Parce que une marque personnelle, je le dis souvent, c'est un amalgame entre le passé, le présent et le futur. C'est pas juste qui on est là aujourd'hui, voici c'est moi dans toute mon authenticité, c'est pas ça. Puis c'est ça vraiment que je travaille avec mes clients, de savoir où est-ce qu'on trace la ligne entre, oui, c'est toi là maintenant, mais t'es pas obligé de tout montrer toi. Tu peux en garder pour toi, puis tu peux
tu peux aussi mettre l'accent sur d'autres affaires. C'est la façon dont tu peins le tableau qui va être différente d'une personne à l'autre, et ça fait pas de toi quelqu'un de moins authentique si tu ne montres pas toute ta personnalité d'une façon publique. Ça en revient aussi à comment est-ce qu'on raconte notre histoire, comment est-ce qu'on se raconte et sous quels angles on se met. Puis c'est ça la beauté du branding personnel, c'est que on est un peu l'artiste de cette histoire-là, on est l'artiste de notre image, de notre identité de marque, et on peut jouer avec les différentes couleurs qu'il y a dans nous pour créer un profil qui va aller chercher les gens avec qui on veut vraiment connecter. Je répète, si vous voulez télécharger mes 5 trucs de pro pour mieux vous raconter, 5 trucs de storytelling que j'ai eu envie de partager avec vous, et c'est à aimtamarque.com/5, le chiffre 5, secret. Donc, aimtamarque.com/5 secret. Et vous m'en donnerez des nouvelles. Autrement, si vous voulez parler de votre personal brand, si vous avez des questions par rapport à vie publique, vie privée, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on partage pas, n'hésitez pas, venez me retrouver sur Instagram. Si vous écoutez cet épisode-là, j'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me taguer et à laisser un commentaire en dessous du podcast et à me laisser un 5 étoiles parce que bon, genre, ça permet aux gens de découvrir le podcast. Sur ce, je vous souhaite une super belle soirée, puis journée, matin, je sais pas quand est-ce que vous écoutez ça. Et on se dit à très bientôt. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur aimtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!